Je m'appelle Bianca Moore, j'ai 28 ans. Pour la dernière fête des mères, ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $. L'objet du mail disait « Le coût d'élever une déception ». Elle a mis en copie les 48 membres de notre famille, chaque oncle, tante, cousin, cousine et belle-famille de la Californie au Maine. Elle pensait que j'allais pleurer. Elle pensait que je m'excuserais. Elle pensait que je me recroquevillerais sur moi-même, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, j'ai répondu avec une seule photo. Le lendemain matin, 47 d'entre eux l'avaient bloqué. La 48e, ma grand-mère, ne l'a pas bloqué. Elle a fait bien pire. Avant de vous dire ce qu'était cette photo et ce que ma grand-mère a fait, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi commencer par le début. Je travaille comme analyste financière dans un cabinet comptable de taille moyenne à Boston. Les chiffres ont un sens pour moi. Ils ne mentent pas, ils n'ont pas de favoris, et ils ne vous disent pas une chose pour en signifier une autre. Les gens, en revanche, surtout ma famille, sont une autre histoire. Mon appartement est petit, 55 mètres carrés à Somerville. Rien d'extraordinaire, mais il est à moi. Je paie le loyer moi-même depuis mes 22 ans, sans l'aide de personne. Ma sœur Vicky, de 3 ans mon aînée, vient d'acheter une maison coloniale de 4 chambres à Wellesley. Nos parents lui ont offert la compte, 80 000 $, emballée dans un ruban de « Nous sommes si fiers de toi ». Je l'ai appris par sa publication sur Instagram. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai reçu un texto de maman, « Félicitations ». 3 semaines en retard. Pas de point d'exclamation. Quand Vicky est devenue associée junior dans son cabinet d'avocat, ils lui ont organisé une fête. Champagne, traiteur. Toute la famille a pris l'avion. Je ne dis pas ça pour me plaindre. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de différent il y a longtemps. On apprend à mesurer sa valeur en choses que l'on peut contrôler, son travail, son compte d'épargne, la paix de son propre espace. Marcus, mon petit ami depuis 2 ans, me demande parfois pourquoi je vais encore aux réunions de famille, pourquoi je décroche encore quand ma mère appelle, pourquoi je laisse ses commentaires glisser sur moi comme de l'eau. Je n'ai jamais de bonne réponse. Peut-être qu'une partie de moi continuait d'espérer. Peut-être qu'une partie de moi pensait que si seulement j'essayais plus fort, si je restais plus silencieuse, si je causais moins de problèmes, elle finirait par me regarder comme elle regarde Vicky. Travailler dans la finance m'a appris une leçon importante, les chiffres ne mentent pas, mais les gens si. Je ne savais tout simplement pas à quel point ma mère avait menti, jusqu'à l'année dernière. Le schéma a commencé bien avant que je puisse le nommer. Ma remise de diplôme, en 2019, j'ai traversé la scène de l'université de Boston, diplôme de finance en main avec la mention magna cum laude. J'ai cherché ma famille dans la foule. Papa était là, souriant, me faisant signe. Le siège à côté de lui était vide. Maman était tombée malade ce matin-là. Une migraine, a-t-elle dit, trop sévère pour faire les 2 heures de route. Une semaine plus tard, elle s'envolait pour New York pour la cérémonie de remise des prix du cabinet de Vicky. Elle a posté 12 photos sur Facebook, si fière de ma brillante fille avocate. J'ai aimé la publication. C'est ce qu'on fait. En grandissant, Vicky était notre future avocate. Moi, j'étais la difficile. Vicky recevait des éloges pour ses notes, moi des questions sur pourquoi les miennes n'étaient pas plus élevées. Les réussites de Vicky étaient célébrées, les miennes étaient attendues ou ignorées. Papa essayait, à sa manière discrète. Il me tapotait l'épaule après les commentaires les plus vifs de maman. « Ta mère veut bien faire », disait-il. « Elle a juste plus de mal à l'exprimer avec toi. » J'avais l'habitude de le croire. Au moment d'aller à l'université, Vicky et moi étions censés avoir des fonds pour nos études. Grand-mère et grand-père les avaient créés quand nous étions enfants, le même montant pour chacune. Vicky a obtenu son diplôme sans dette. Moi, j'ai obtenu le mien avec 67 000 $ de prêts étudiants. Maman m'a dit que mon fonds s'était épuisé plus vite à cause de dépenses imprévues pendant le lycée. Du soutien scolaire, a-t-elle dit, des programmes d'été, des choses dont tu avais besoin. Je n'ai pas posé de questions à l'époque. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma mère. Mais les chiffres ont une façon de dire la vérité, même quand les gens ne le font pas. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder les chiffres. 2 semaines avant la fête des mères,
maman a annoncé son projet, une réunion de famille. Pas seulement notre famille proche, tout le monde. Tous les oncles et tantes, tous les cousins et cousines, leurs conjoints et leurs enfants. 48 personnes au total, réunies à la ferme de grand-mère Eleanor dans le Connecticut. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas tous vus, a dit maman dans la conversation de groupe de la famille. Faisons de cette fête des mères un moment spécial. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Marcus préparait le dîner quand je lui en ai parlé. Il s'est arrêté, spatule à la main. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit. C'est ma mère. Ça ne veut pas dire que. Je sais. J'ai pris le téléphone de sa main et je l'ai posé. Je sais. Le lendemain, Vicky a appelé, douce comme du sucre. Et, alors tu viens en avance pour aider à préparer, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ce qui signifie que j'arrive à l'aube pour cuisiner et nettoyer, pendant qu'elle se pointe à midi avec une bouteille de vin cher et une robe de créateur. Bien sûr, ai-je dit, comme d'habitude. Après avoir raccroché, je me suis assise devant mon ordinateur portable. Il y a un dossier que je garde enfoui à 3 niveaux de profondeur. Je l'ai nommé l'assurance. Juste un mot, juste une précaution. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Ce soir-là, je l'ai ouvert. 3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, une feuille de calcul. Je les collectionnais depuis 3 ans, depuis que j'étais tombé sur quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je me disais que je les gardais juste au cas où, que je ne les utiliserais probablement jamais. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Quelque chose dans la façon dont maman avait annoncé cette réunion, son ampleur, le moment choisi, la manière dont elle avait insisté pour que tout le monde vienne, me faisait sentir que quelque chose se préparait. Je ne savais tout simplement pas que j'en serais la chute. Le matin de la fête des mères, je suis arrivé à la ferme de grand-mère Eleanor à 7 heures. Le soleil était à peine levé. La rosée perlait sur l'herbe. La vieille maison coloniale blanche était la même que toujours, un porche qui fait le tour, des volets bleus, le genre de maison qui renferme des générations de souvenirs. Pas tous bons. J'ai passé les 4 heures suivantes à cuisiner, nettoyer, arranger les fleurs et dresser la longue table de la salle à manger avec la belle porcelaine. 48 couverts, 48 serviettes en tissu, 48 chances que quelque chose tourne mal. Vicky est arrivée à 11h30. Elle a fait une entrée remarquée dans une robe en soie crème, portant un bouquet de pivoine qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Elle a embrassé maman sur les 2 joues. Elle a complimenté les décorations, celles que j'avais installées. Tout est parfait, a-t-elle dit à maman. Tu t'es surpassé. Maman a souri. J'ai eu un peu d'aide. Elle ne m'a pas regardé en le disant. À midi, la maison était pleine. Des oncles et tantes que je voyais une fois par an, des cousins que je connaissais à peine, leurs enfants courant dans les couloirs. Du bruit, des rires, et l'odeur du rôti que je préparais depuis l'aube. Maman se déplaçait dans la foule comme une reine, acceptant les étreintes, les compliments, les feux de la rampe. Je suis resté près de la cuisine. Pendant la photo de famille, maman a placé tout le monde sur les marches du porche. Elle a mis Vicky juste à côté d'elle. Quand je me suis avancé, elle m'a jeté un coup d'œil. Bianca, ma chérie, mets-toi à l'arrière. Tu es plus grande. Tu vas cacher tout le monde. Je me suis mise à l'arrière. C'est à ce moment-là que grand-mère Eleanor est apparue à côté de moi. Elle m'a serré le coude. Sa poigne était ferme pour une femme de 78 ans. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit à voix basse, tiens bon. Tu m'entends? Je n'ai pas compris. Pas encore. Les toasts ont commencé après le déjeuner. Oncle Robert a commencé, levant son verre au cœur de notre famille. Tante Patricia a suivi, les larmes aux yeux, parlant de sororité. Cousin après cousin s'est levé, louant les mères, louant maman en particulier, louant la femme qui a tout sacrifié. Je suis restée silencieuse. J'avais appris il y a longtemps que ma voix n'était pas la bienvenue dans ces moments. Puis maman s'est levée. Elle a lissé sa robe lavande. Elle a pris son verre de vin. La pièce est devenue silencieuse avec une révérence bien rodée. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé. Sa voix avait ce ton chaleureux et étudié, celui qu'elle utilisait pour les discours. Être mère est le travail le plus gratifiant au monde, mais aussi le plus difficile.
Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. J'ai eu la chance d'avoir deux filles très différentes. Elle a fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. Une qui m'a rendu fier chaque jour, et une qui m'a mise à l'épreuve. Les regards se sont tournés vers moi. Je les ai sentis comme une chaleur. J'ai beaucoup réfléchi à la manière d'exprimer ce que la maternité signifie vraiment, les sacrifices que nous faisons, les coups que nous supportons. Elle a sorti son téléphone de sa poche. Alors, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un cadeau, pourrait-on dire, pour vous tous et pour une fille en particulier. Son pouce a glissé sur l'écran. Autour de la pièce, les téléphones ont commencé à vibrer. Digne, après digne, après digne. 48 notifications en succession rapide. Je veux que tout le monde voie exactement ce que ça a coûté, a dit maman, ses yeux trouvant les miens, d'élever une déception. La pièce s'est figée, et dans ce silence, j'ai compris ce que grand-mère Eleanor avait essayé de me dire. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une exécution. 48 téléphones se sont allumés simultanément. J'ai vu des mains saisir des appareils, des visages se pencher sur des écrans, des expressions passer de la curiosité au malaise, puis au choc. L'objet de l'email, le coup d'élever une déception. Le corps du message, une feuille de calcul détaillée, 28 ans de mon existence, réduit à des lignes de compte. Frais de naissance à l'hôpital, 12 400 $. Couche, 2 premières années, 2800 $. Vêtements d'enfance, 15 600 $. Appareil dentaire, 8 000 $. Camp d'été, 4 500 $. Première voiture, 12 000 $. Logement et nourriture à l'université, 48 000 $. Facture de téléphone portable, 8 400 $. La liste continuait. Total, 347 000 $. Maman a lu des extraits à voix haute, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Orthodontie, 8 000 $. A-t-elle jamais dit merci? Fête d'anniversaire, 1 200 $ sur 18 ans. A-t-elle jamais apprécié une seule d'entre elles? Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre s'est agité sur sa chaise. Je suis resté figé près de la porte de la cuisine, 48 paires d'yeux sur moi, certains apitoyés, d'autres amusés, d'autres détournant le regard, mal à l'aise. Voilà ce que coûte un enfant ingrat, a poursuivi maman. Voilà à quoi ressemble la déception en dollars et en centimes. Elle avait encadré une copie imprimée, littéralement encadrée, dans un cadre doré assorti au décor de grand-mère. Elle s'est dirigée vers la cheminée et l'a accrochée au-dessus, juste à côté du portrait de famille. Un rappel, a-t-elle dit en se retournant vers moi, pour nous tous. La pièce attendait que je pleure, que je m'excuse, que je me recroqueville. Je l'avais déjà fait. À chaque réunion de famille, chaque fête, chaque appel téléphonique, j'avais avalé l'humiliation et souri malgré tout. Mes mains auraient dû trembler. Elles ne l'ont pas fait. Parce que, enfoui dans mon téléphone, il y avait un dossier nommé Assurance, et maman venait de me donner la permission de l'ouvrir. Pendant 10 secondes, je n'ai pas bougé. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé maman savourer ce qu'elle croyait être une victoire. J'ai laissé la pièce retenir son souffle, attendant le scénario familier, Bianca s'excuse, Bianca pleure, Bianca met tout le monde mal à l'aise, et maman peut jouer la mère qui souffre depuis longtemps. J'ai joué ce rôle pendant 28 ans. Pas aujourd'hui. Des souvenirs ont défilé dans mon esprit, chaque Noël où mes cadeaux étaient dépensés après coup, chaque bulletin de notes qui m'a valu des critiques au lieu de louanges, chaque fois que j'avais dit « je suis désolé » d'exister d'une manière qui la dérangeait. J'ai pensé aux nuits passées dans mon appartement à fixer des rapports de crédit que je ne comprenais pas, aux appels avec des agents du fisc concernant des déclarations d'impôts que je n'avais jamais faites, aux demandes de location rejetées à cause d'un score de crédit que je n'avais jamais mérité. J'ai pensé au dossier sur mon téléphone. 3 fichiers. 3 ans de documentation discrète. 3 chances de prouver que le récit de la déception n'était pas seulement injuste, c'était une couverture. J'ai regardé autour de moi. Vicky chuchotait quelque chose à son mari, un sourire narquois sur le visage. Papa fixait son assiette. Grand-mère Eleanor était assise, parfaitement immobile, les yeux sur moi. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. Ma main s'est dirigée vers mon téléphone. Je l'ai ouvert, j'ai navigué au-delà de l'écran d'accueil, des applications, des dossiers. Il était là. Assurance.
3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, une feuille de calcul. Mon cœur était calme, ma respiration régulière. Maman, ai-je dit. Ma voix a fendu le silence comme une lame. Puisque nous partageons des chiffres aujourd'hui, j'en ai quelques-uns aussi. Le sourire narquois sur son visage a vacillé. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'ai souri, le premier sourire sincère de la journée. Je fais les comptes. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce. Chaque pas résonnait sur le parquet. Les conversations s'étaient complètement tues. Même les enfants dans le couloir s'étaient tus, sentant quelque chose dans l'air. Gardez vos téléphones à portée de main, ai-je dit. Ma voix était stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais lors des présentations aux clients. Parce que je vais vous envoyer quelque chose aussi. Bianca, le ton de maman avait changé, une pointe d'avertissement. Ce n'est pas le moment. En fait, c'est le moment parfait. Je me suis arrêté à côté d'elle, assez près pour voir le mascara qu'elle avait soigneusement appliqué, assez près pour voir la première lueur de peur sous sa confiance. Tu as calculé ce que je t'ai coûté, maman. Il semble juste que je calcule ce que tu m'as coûté. J'ai ouvert mon application de messagerie, j'ai sélectionné les 48 contacts de la famille. Bianca, quoi que tu penses faire. Je fais exactement ce que tu m'as appris. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard. Je présente les preuves. J'ai appuyé sur envoyer. Le cœur familier des sons de notification a rempli la pièce. Digne, digne, digne. L'un après l'autre, se propageant dans la foule comme des dominos qui tombent. Le visage de maman a légèrement pâli. Qu'est-ce que tu viens d'envoyer? La vérité. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Tu as des chiffres, maman. J'ai des documents. Un mouvement a attiré mon attention. Grand-mère Eleanor s'était levée de sa chaise, mais elle ne bougeait pas pour arrêter ça. Elle rapprochait son siège. Premier rang. Quelques parents ouvraient déjà l'email. J'ai vu leurs expressions changer, la confusion d'abord, puis autre chose. Oncle Robert a été le premier à lever les yeux vers maman avec une expression différente. Linda, a-t-il dit lentement, qu'est-ce que c'est? L'assurance de maman s'est fissurée un instant. Le spectacle allait devenir intéressant. Maintenant, avant que je vous montre exactement ce qu'il y avait dans cet email, je dois vous demander, combien d'entre vous ont un dossier comme le mien? Des preuves que vous avez collectées, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Mettez un 1 dans les commentaires si vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous regardez ça tard le soir, incapable de dormir parce que les drames familiaux vous tiennent éveillé, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et traversons ça ensemble. Bon, retournons à cette salle à manger. L'email contenait 3 pièces jointes. J'ai commencé par la première. Maman, tu m'as facturé mes études universitaires dans ta petite facture, logement, manuel, frais de subsistance. J'ai fait une pause. Mais voici le truc, j'ai payé mes études moi-même. 67 000 $ de prêts étudiants. Je les rembourse encore. Des murmures ont parcouru la pièce. C'est parce que mon fonds d'études s'est épuisé, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. J'ai affiché le PDF sur mon téléphone, projetant un calme que je ne ressentais pas entièrement. Sauf que je travaille dans la finance maintenant, et je sais comment suivre l'argent. Je me suis tourné vers la pièce. Grand-mère et grand-père Harrison ont créé des fiducies éducatives pour Vicky et moi quand nous étions enfants. Le même montant, 89 000 $ chacune. J'ai laissé ce chiffre s'imprégner. Vicky a utilisé la sienne, elle a obtenu son diplôme sans dette. J'ai montré l'écran de mon téléphone. Ma fiducie a été retirée en totalité le 3 août 2016, un mois avant que je commence l'université. L'argent a été transféré sur un compte appartenant à Linda Moore. La main de tante Patricia s'est portée à sa bouche. 89 000 $, ai-je répété. Disparu. Sur le compte personnel de maman. Une semaine plus tard, j'ai glissé vers le document suivant, elle a acheté une nouvelle Lexus. Au comptant. Cet argent était pour les dépenses familiales, la voix de maman s'est élevée, sur la défensive. Vous ne comprenez pas. Je comprends les relevés bancaires, ai-je gardé une voix égale. Je comprends les virements électroniques. Je comprends que tu as volé mon fonds d'études et que tu m'as laissé me noyer dans les dettes pendant que tu conduisais une voiture de luxe. Papa s'est levé lentement de sa chaise.
Son visage était devenu pâle. Linda, a-t-il dit doucement, est-ce que c'est vrai? Maman a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas encore fini. Ce n'est que le début, ai-je dit. La pièce était devenue plus froide, d'une certaine manière. Ou peut-être que c'était juste la façon dont les gens regardaient maman maintenant, avec moins de sympathie et plus de méfiance. J'ai ouvert la deuxième pièce jointe, une feuille de calcul. Ces 2 dernières années, j'ai reçu d'étranges lettres des impôts, des audits, des avis de divergence. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. J'ai fait défiler le document. Puis, j'ai engagé un comptable pour creuser plus profondément. J'ai tourné le téléphone pour que les personnes à proximité puissent voir l'écran, des colonnes de chiffres, des dates, des déclarations. De 2018 à 2024, maman m'a déclaré comme personne à charge sur ses impôts fédéraux. 6 années consécutives. Cousin Michael a froncé les sourcils. Et alors? Les parents déclarent leurs enfants tout le temps. J'avais 22 ans en 2018, ai-je dit. Je vivais dans mon propre appartement, payant mon propre loyer, ma propre assurance, tout. Je n'ai été à la charge de personne depuis mes 21 ans. L'implication a fait son effet. Je l'ai vu se répandre sur les visages. Chaque année, elle a reçu entre 4 et 6 000 $ d'avantages fiscaux en me déclarant. J'ai fait le calcul à voix haute. Total, environ 32 000 $. Une fraude fiscale, en utilisant mon numéro de sécurité sociale. C'est un crime fédéral, a déclaré oncle George, lui-même comptable à la retraite, la voix sombre. Je sais, j'ai regardé maman. J'ai dû engager un comptable pour nettoyer le gâchis. 3 400 $ de ma poche pour réparer ce que tu as fait. Les mains de papa serraient le bord de la table. Linda, tu m'avais dit que Bianca était d'accord avec cet arrangement. Richard, ne t'en mêle pas, mais il était trop tard. La pièce changeait. Le récit changeait. Et j'avais encore un dossier à leur montrer. J'ai laissé le silence s'installer. Maman me regardait différemment maintenant. La confiance avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose que j'avais rarement vu sur son visage, l'incertitude. Il y a encore une chose, ai-je dit doucement. Je n'ai pas encore ouvert le 3e dossier. Au lieu de cela, je lui ai posé une question. Maman, tu te souviens quand j'ai postulé pour mon premier appartement après l'université, celui de Cambridge? Elle n'a pas répondu. J'ai été refusé. Le propriétaire m'a dit que mon score de crédit était de 520. J'avais 22 ans, avec un score qui disait que j'étais un désastre financier. J'ai fait une pause. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Je n'avais jamais eu de carte de crédit. La compréhension a commencé à poindre sur quelques visages dans la pièce. Alors, j'ai demandé mon rapport de crédit, et devinez ce que j'ai trouvé. J'ai ouvert la 3e pièce jointe, des relevés bancaires, des demandes de carte de crédit, tous à mon nom. 3 cartes de crédit ouvertes en 2016, 2017 et 2018, toutes utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale, tout au maximum. J'ai laissé le chiffre tomber comme un marteau. 47 000 $ de dette à mon nom, pour des achats que je n'ai jamais faits. Tante Martha a halté. C'est du vol d'identité, a déclaré platement oncle George. Linda, c'est un crime fédéral. Il m'a fallu 4 ans pour laver mon nom, ai-je continué. 2 avocats, des centaines d'heures au téléphone. Mais j'ai tout gardé, chaque document, chaque relevé, chaque preuve. Un mouvement au bord de la pièce. Vicky se levait, attrapant son sac à main. Assieds-toi, Vicky. Elle s'est figée. Tu ne vas nulle part. J'ai croisé son regard. Parce qu'une de ces cartes de crédit. Les relevés étaient expédiés à ton adresse. La couleur a quitté le visage de ma sœur. Je ne savais pas, a commencé Vicky. Ne dis rien. Ma voix était calme, froide. J'ai les reçus d'expédition, ton adresse, ta signature sur les confirmations de livraison. La pièce s'est tournée pour regarder ma sœur, l'enfant chérie, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Tu as reçu des colis à mon nom pendant 3 ans, des sacs de créateurs, de l'électronique, des bijoux. J'ai sorti un reçu en particulier. Y compris une bague de fiançailles, 8 400 $, débité sur une carte à mon nom. Le mari de Vicky, Derek, a fixé sa main, le diamant scintillant sous les lumières de la salle à manger.
Tu as porté mon identité volée à ton mariage, ai-je dit. Le savais-tu, ou préférais-tu simplement ne pas le savoir? La voix de Vicky s'est brisée. Maman a dit que c'était une urgence. Elle a dit que tu ne le découvrirais pas. Je ne pensais pas à une urgence qui a duré 4 ans. Acheter des sacs Gucci, c'était une urgence? Tante Patricia s'est levée, le visage livide. Victoria, comment as-tu pu? Je ne savais pas que c'était illégal, le sang-froid de Vicky s'est brisé. Des larmes coulaient sur son visage. De vraies larmes, peut-être. Ou peut-être juste la comédie qu'elle avait apprise de maman. Elle m'a dit que Bianca ne vérifierait jamais. Elle m'a dit. Elle t'a dit de l'aider à me voler, ai-je terminé la phrase. Et tu l'as fait. Les murmures s'étaient transformés en conversations ouvertes maintenant, des parents parlant entre eux, les voix s'élevant, certains choqués, d'autres en colère, d'autres déjà debout, attrapant manteaux et clés de voiture. Mais il y avait encore une chose. La capture d'écran. Je ne l'avais pas encore ouverte. Celle que je gardais depuis 3 ans. Celle qui expliquait tout. J'ai regardé ma mère. Elle était pâle maintenant, tremblante. Il y a encore un dossier, ai-je dit. Mais celui-ci. Celui-ci est le plus important. Maman a vu le changement dans la pièce. Elle a senti que ça lui échappait. Alors, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait, elle a changé de tactique. Ses épaules se sont mises à trembler. Ses yeux ont brillé de larmes. Elle a posé une main sur sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit, sa voix se brisant magnifiquement. J'ai tout donné à cet enfant. Tout. Et voilà comment elle me remercie. Quelques parents ont hésité. Les vieilles habitudes ont la vie dure. On est conditionné depuis la naissance à réconforter une mère en pleurs. J'ai fait des erreurs, oui, mais je l'ai fait pour la famille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille. Elle a attrapé le bras de papa. Richard, dis-leur. Dis-leur que je ne voulais que le meilleur pour tout le monde. Papa est resté rigide, sa mâchoire se contractant silencieusement. Il n'a pas bougé vers elle. Maman s'est tournée vers grand-mère Éléanore. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un monstre. Grand-mère Éléanore est restée assise. Son visage était de pierre. J'écoute, Linda, a-t-elle dit doucement. J'écoute tout. Le désespoir de maman était palpable maintenant. La comédie se fissurait sur les bords. Très bien. Sa voix s'est durcie. Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Tu veux jouer à ce jeu, Bianca? Tu veux laver notre linge sale en public? Elle s'est approchée de moi. Proche. Trop proche. Alors parlons du pourquoi, a-t-elle sifflé. Parlons de pourquoi je t'ai traité différemment toute ta vie. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses dont je t'ai protégé. Il y a des choses sur toi, petite, qui changeraient tout. Elle pensait qu'elle avait encore un avantage. Elle pensait que son secret était plus grand que le mien. Elle avait tort. Tu as raison, maman, ai-je dit. Il y a quelque chose que je ne sais pas, ou que je ne savais pas jusqu'à il y a 3 ans. Les yeux de maman se sont légèrement écarquillés, juste une fraction. De quoi parles-tu? Il y a 3 ans, j'étais chez Vicky. Elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle allait prendre un appel. Un message de toi est arrivé. La couleur quittait maintenant le visage de maman. Je n'allais pas le lire, mais mon nom y figurait, et l'aperçu montrait quelque chose que je ne pouvais ignorer. Bianca, sa voix était un avertissement. Alors, j'ai fait une capture d'écran. Ne fais pas ça. Et je l'ai gardé pendant 3 ans. J'ai sorti mon téléphone. 3 ans où tu m'as humilié à chaque fête, chaque anniversaire, chaque appel téléphonique. 3 ans à avaler tes insultes sans rien dire. Le sang-froid de maman a finalement craqué. Une peur réelle s'est manifestée dans ses yeux. Je ne l'ai jamais utilisé, ai-je poursuivi. Je me suis dit que je ne le ferais jamais, que ce n'était pas mon secret à révéler, que peut-être. Peut-être que tu avais une raison d'être comme tu es. S'il te plaît, le mot est sorti, brisé. S'il te plaît, Bianca. Quoi que tu penses savoir. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui avec l'intention de faire ça, ma voix était stable. Mais toi, si, maman.
Tu as tout planifié. Tu voulais m'humilier devant tout le monde. Tu voulais faire de moi la méchante de ton histoire. J'ai brandi mon téléphone. Alors maintenant, je vais dire la vérité. Si jamais tu m'as aimé, a commencé maman. T'aimer, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner ton amour. Il s'avère que je n'ai jamais eu aucune chance. J'ai ouvert l'application de messagerie, j'ai sélectionné les 48 contacts, et j'ai joint la capture d'écran. Mon pouce a plané au-dessus du bouton envoyer. Voici pourquoi, ai-je dit doucement. Voici pourquoi tu me détestes depuis le jour de ma naissance. J'ai appuyé sur envoyer. Les notifications ont éclaté, 48 téléphones, 48 dignes. L'un après l'autre, une cascade d'alertes numériques qui ont rempli la pièce silencieuse comme des coups de feu. Maman s'est jetée sur moi. Supprime-le. Fais-les le supprimer, sa voix était rauque, désespérée. Oncle Robert lui a attrapé le bras. Linda, arrête. Mais tout le monde regardait déjà, lisait déjà. J'ai observé leur visage alors que la capture d'écran se chargeait sur leurs écrans, la confusion d'abord, puis la lente compréhension, puis le choc. La main de tante Patricia s'est portée à sa bouche. Oncle George s'est assis lourdement. Cousin Michael a laissé tomber son téléphone. La capture d'écran était un message texte de Linda Moore à Victoria Moore, daté du 15 juillet 2023. On pouvait y lire, « Celle-ci n'est pas l'enfant biologique de Richard. Ne le dis à personne. S'il le découvre, il divorcera et je perdrai tout. » La pièce est devenue absolument silencieuse. Puis papa a parlé. Linda, sa voix était à peine un murmure, « Qu'est-ce que c'est ?» Maman tremblait, toute couleur avait quitté son visage. Ce n'est pas je peux expliquer. Ce n'est pas ce que c'est. Est-ce vrai? La question a flotté dans l'air. 28 ans de mariage. 28 ans à aimer une fille qui n'était peut-être pas la sienne. Maman ne pouvait pas parler. C'est Vicky, l'ironique et traîtresse Vicky, qui a confirmé. C'est vrai, a-t-elle dit doucement. Sa voix était creuse. Elle me l'a envoyé il y a 3 ans. Elle m'a fait promettre de ne jamais rien dire. Papa a émis un son, le son d'un animal blessé. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte. Richard. Maman a tendu la main vers lui. Il n'a pas regardé en arrière. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer, l'ai entendu s'éloigner. Et debout, dans les décombres de sa propre création, ma mère m'a enfin regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de pire, la peur. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais connu. 47 personnes traitaient la même information simultanément, 28 ans d'histoire familiale réécrit en un seul texto. Je n'étais pas la fille biologique de Richard Moore. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé avec mes devoirs de maths, qui m'avait accompagné à l'école le premier jour. Il n'était pas mon père biologique. Et ma mère l'avait su depuis le début. Soudain, tout prenait sens, le traitement différentiel, les critiques constantes, la façon dont elle me regardait, comme si j'étais le rappel de quelque chose qu'elle voulait oublier. Je n'étais pas une déception, j'étais une preuve. Tu as passé 28 ans à me punir, ai-je dit doucement, non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que chaque fois que tu me regardais, tu voyais ta propre erreur. La bouche de maman s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. J'avais 17 ans, a-t-elle finalement dit. 17 ans et stupide. C'était une seule fois. Je me fiche de ce qui s'est passé il y a 29 ans, ma voix était ferme. Je me soucie de ce qui s'est passé chaque jour après. Chaque insulte, chaque comparaison avec Vicky, chaque fois que tu m'as fait me sentir sans valeur. Grand-mère Eleanor s'est levée de sa chaise. Elle s'est approchée lentement de maman. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait réconforter sa fille. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée à 1 mètre d'elle et l'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, le dégoût. Je m'en doutais, a dit doucement Eleanor. Pendant des années, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. La façon dont tu traitais cette fille, elle a secoué la tête. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. Maman, s'il te plaît. 28 ans, a poursuivi Eleanor. Tu as menti à tout le monde. À Richard, à toute la famille, elle a fait une pause. À moi. Maman s'est mise à pleurer, de vraies larmes maintenant.
Je pouvais faire la différence. Mais personne n'a bougé pour la réconforter. La pièce s'est fracturée. Les gens ont commencé à bouger en même temps. Les voix se sont superposées, des chuchotements choqués, des questions en colère, le bruit des chaises qu'on repousse. Je n'arrive pas à y croire. 28 ans de mensonges. Pauvre Richard. Mon Dieu, pauvre Richard. Tante Patricia a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte sans un mot. Oncle George l'a suivi, secouant la tête. Cousine Bette était déjà au téléphone, appelant probablement quelqu'un qui n'avait pas pu venir à la réunion. Ceux qui sont restés ont regardé maman différemment maintenant, non pas avec la déférence qu'elle avait cultivée pendant des décennies, mais avec quelque chose de plus proche de la répulsion. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille, a hurlé maman. Son sang-froid avait complètement disparu. Le mascara coulait sur ses joues en rivière noire. J'ai maintenu notre unité. J'ai protégé tout le monde de la vérité. Tu t'es protégé toi-même, a corrigé doucement tante Martha. C'est tout ce que tu as toujours fait, Linda. Dans la pièce, les téléphones vibraient. L'exode avait commencé aussi dans le groupe de discussion familiale. J'ai aperçu par-dessus les épaules, des gens quittant la conversation, bloquant des contacts, tapant des messages furieux. Maman s'est jetée sur mon téléphone. Supprime-le. Fais-les le supprimer. Oncle Robert et Derek l'ont retenu. Je suis resté immobile au centre de tout ça, regardant 28 ans de mensonges soigneusement construits s'effondrer en temps réel. Puis j'ai senti une main sur mon épaule, douce, chaude. Grand-mère Éléanore. Viens avec moi, a-t-elle dit doucement. Elle m'a guidé à travers le chaos, dépassant des parents qui tendaient la main pour toucher mon bras, des cousins qui disaient des choses comme « je suis tellement désolé » et je n'en avais aucune idée. Nous nous sommes arrêtés près de la porte d'entrée. À travers la vitre, je pouvais voir l'allée se vider, les voitures partant les unes après les autres. « Tu es toujours ma petite fille », a dit fermement Éléanore. Lien du sang ou non, ça ne change rien. Je l'ai cru. J'ai trouvé papa sur le parking. Sa voiture était toujours là, le moteur tournant. Il n'avait pas dépassé le bout de l'allée. À travers le pare-brise, je pouvais le voir assis, immobile, les deux mains sur le volant, fixant le vide. J'ai frappé à la vitre passager. Il n'a pas réagi au début. Puis, lentement, comme s'il se réveillait d'un rêve, il s'est penché et a déverrouillé la porte. Je me suis glissé sur le siège à côté de lui. Nous sommes restés assis en silence. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le capot. À l'intérieur de la maison, je pouvais encore entendre des voix étouffées, des disputes, des pleurs. « Je suis désolé », ai-je finalement dit. Papa s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient rouges. « Ne dis rien », a-t-il dit. « N'ose pas t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. » Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Il a ri, un son brisé et douloureux. 28 ans, a-t-il dit. 28 ans que je t'aime. Que je change tes couches, que je t'apprends à conduire, que je t'aide à t'installer dans ton dortoir. Sa voix s'est brisée. L'ADN ne change rien à ça. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, les premières de la journée. Tu es toujours mon père, et tu es toujours ma fille. Il s'est penché et a serré ma main. C'est la seule chose dont je suis sûr en ce moment. Quoi qu'il arrive, ça ne change pas, nous sommes restés là un long moment, père et fille, liés par quelque chose de plus fort que la biologie. Je dois y aller, a-t-il finalement dit. Je ne peux pas rester dans cette maison en ce moment. Je ne peux pas la regarder. Je sais. Il m'a prise dans ses bras, une étreinte maladroite par-dessus la console centrale, mais féroce. Tu as été plus courageuse que moi aujourd'hui, a-t-il dit dans mes cheveux. Tu as été plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Puis il m'a lâché, a mis la voiture en marche et est parti. Je suis retourné dans la maison. La foule s'était considérablement réduite. Il restait peut-être 15 personnes, la plupart semblant sous le choc et ne sachant pas s'il fallait rester ou partir. La facture encadrée était toujours accrochée au-dessus de la cheminée, un monument à la cruauté de maman qui semblait maintenant presque pathétique. Maman était assise seule sur le canapé. Ses cheveux s'étaient défaits de leur coiffure soignée. Son maquillage était ruiné. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, comme si la révélation l'avait physiquement diminuée. Pour la première fois, je n'ai pas vu la tyran qui avait gouverné mon enfance,
j'ai vu une femme de 54 ans dont toute la vie venait de s'effondrer. J'aurais dû me sentir victorieuse. Ce n'était pas le cas. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Ses yeux étaient vides. Tu es contente maintenant, sa voix était rauque. Tu as tout détruit. Non, maman, je me suis assise sur la chaise en face d'elle. C'est toi qui as fait ça il y a 28 ans. J'ai juste arrêté de t'aider à le cacher. Un sanglot lui a échappé, brut et laid. J'avais 17 ans, a-t-elle répété. J'avais tellement peur quand j'ai réalisé que j'étais enceinte et que ce n'était peut-être pas celui de Richard. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je ne le disais jamais à personne. Tu as pensé que si tu faisais en sorte que tout le monde me déteste d'abord, personne ne me croirait quand la vérité éclaterait. Elle n'a pas nié. Chaque fois que tu me regardais, tu voyais ton erreur, ai-je poursuivi. Alors, tu as passé près de 3 décennies à essayer de me faire disparaître, de faire de moi le problème, la déception, celle que personne ne regretterait si elle arrêtait de se montrer. Maman a couvert son visage de ses mains. Je ne savais pas comment me protéger autrement, a-t-elle murmuré. En me détruisant? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Personne n'en a jamais. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. Je n'ai pas fait ça pour te détruire. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de la vérité. 48 personnes avaient besoin de savoir que je ne suis pas la déception que tu as fait de moi. Papa avait besoin de savoir pourquoi tu m'as traité comme tu l'as fait. Et toi, j'ai fait une pause, tu avais besoin de savoir que j'avais cette preuve depuis 3 ans. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. 3 ans, ai-je répété. 3 ans où tu m'as humilié à chaque fête, chaque anniversaire, chaque appel téléphonique, et je n'ai jamais dit un mot. Je me suis penché en avant. Je ne l'ai utilisé aujourd'hui que parce que tu m'as forcé la main devant tout le monde, avec ta petite facture. L'ironie ne lui a pas échappé. Je l'ai vu le comprendre. À partir de maintenant, ai-je continué, je n'ai pas besoin que tu me reconnaisses. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai cessé d'attendre ça il y a longtemps. Je me suis levé. Je n'ai besoin que d'une chose de ta part, laisse-moi tranquille. C'est ma limite. Respecte-la. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux, ma voix était toujours enveloppée de soie. Et si tu la franchis, si tu te présentes à ma porte, si tu contactes mon employeur ou si tu essaies de monter quelqu'un d'autre contre moi, la prochaine conversation ne se fera pas en famille. J'ai soutenu son regard. Ce sera avec les impôts et la police. Vol d'identité, fraude fiscale, vol de mon fonds d'études. J'ai tout documenté. Le visage de maman est devenu blanc. Je me suis dirigé vers la porte. Au revoir, maman. Elle ne m'a pas rappelé. Pour la première fois en 28 ans, mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient parfaitement immobiles. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois savoir, ai-je eu raison de tout exposer devant toute la famille, ou aurais-je dû gérer ça en privé? Laissez un commentaire avec le public ou privé et dites-moi pourquoi. Et puis, on peut parler de grand-mère Éléanore une seconde? Elle a été étrangement calme pendant tout ce temps. Et ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Mais d'abord, si cette histoire vous touche particulièrement ce soir, abonnez-vous. Nous n'avons pas encore terminé. Retour à cette nuit-là. Marcus m'attendait quand je suis rentré. Il n'a pas posé de questions tout de suite, il m'a juste prise dans ses bras pendant 3 bonnes minutes, puis m'a préparé un thé et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, je me suis enfin autorisé à regarder mon téléphone. Je l'avais évité sur le chemin du retour. Les notifications étaient accablantes. Le groupe de discussion familiale était un chaos, message après message, les gens partageant leur choc, leur colère, leur soudaine lucidité sur des années à avoir été témoins du comportement de maman sans jamais le remettre en question. Et puis les blocages ont commencé. Un par un, les membres de la famille supprimaient ligne d'amour de leurs contacts, quittaient les groupes de discussion, se désabonnaient sur les réseaux sociaux. À minuit, j'en ai compté 47. Des messages privés ont inondé ma boîte de réception. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé de n'être jamais intervenu. Tante Martha. Tu as été si courageuse aujourd'hui. J'aimerais avoir la moitié de ton courage. Cousine Bette. J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas.
J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Oncle George. Celui qui m'a fait pleurer venait de tante Patricia, la propre sœur de maman. Je t'ai laissé tomber, ma chérie. Pendant 28 ans, j'ai regardé sans rien dire. Ça s'arrête aujourd'hui. J'ai parcouru chaque message, chaque excuse, chaque expression de soutien qui arrivait des décennies trop tard, mais qui comptait quand même. Marcus a montré mon écran. Et la 48e personne? Ta grand-mère? J'ai vérifié. Pas de blocage de la part d'Eleanor, mais il y avait un texto envoyé à 23h47, je dois te voir demain. 9h chez moi. Viens seul. J'ai fixé ces mots. Quelque chose se passait, quelque chose au-delà des retombées immédiates. Quoi que grand-mère Eleanor préparait, elle y pensait clairement depuis le moment où cette capture d'écran était apparue sur les téléphones de tout le monde, peut-être même avant. La ferme de grand-mère Eleanor semblait différente à la lumière du matin, plus calme, plus vide. Les restes du chaos de la veille avaient été nettoyés, les tables débarrassées, les chaises remises à leur place, la facture encadrée manifestement absente de la cheminée. La porte d'entrée était ouverte. J'ai traversé le couloir familier jusqu'au bureau à l'arrière de la maison. Grand-mère Eleanor était assise derrière son bureau en chêne. Des papiers étaient étalés devant elle, des documents à l'aspect officiel, couverts de paragraphes denses et de signatures. Elle n'était pas seule. Un homme en costume gris se tenait à côté d'elle. Je l'ai reconnu, Thomas Jameson, l'avocat de la succession familiale. Je l'avais rencontré une fois aux funérailles de grand-père. « Assieds-toi, ma chérie », a dit grand-mère. J'ai pris la chaise en face d'elle. Mon cœur battait plus vite que je ne le voulais. « Je n'ai pas bloqué ta mère », a dit directement Eleanor. « Veux-tu savoir pourquoi ?»« Oui. » Parce que la bloquer aurait été une gentillesse, sa voix était de fer. Ce que j'ai fait à la place est permanent. Elle a fait glisser un document sur le bureau vers moi. À 2h17 ce matin, j'ai appelé Thomas, je l'ai réveillé en plein sommeil. À 4h, nous avions finalisé de nouveaux papiers. Elle a tapoté le document. Mon testament a été modifié. J'ai regardé le papier. Le langage juridique dansait devant mes yeux. Je ne comprends pas, ta mère devait initialement recevoir 35% de ma succession. Cela a été réduit à 5%, les yeux d'Eleanor ont rencontré les miens. Juste assez pour qu'elle ne puisse pas le contester au motif d'être complètement déshéritée. J'ai eu le souffle coupé. Ta part est passée de 10% à 30%, elle a fait une pause. La part de ton père reste la même. Il est aussi une victime dans cette affaire. Grand-mère, je ne m'attendais pas, je sais, sa voix s'est adoucie. C'est précisément pour ça que tu le mérites. Thomas Jameson s'est éclairci la gorge. Pour plus de clarté, Madame Harrison a redistribué sa succession comme suit. Merci, Thomas. Je vais expliquer. Grand-mère Eleanor a repris le document. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de justice. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la propriété, des hectares de terres agricoles du Connecticut qui appartenaient à notre famille depuis 3 générations. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas il y a des années, a-t-elle dit doucement. La façon dont Linda te traitait, les excuses, le favoritisme si flagrant que ça me mettait mal à l'aise. Elle s'est retournée vers moi. Quand ton grand-père était en vie, nous avons essayé d'intervenir. Nous avons créé cette fiducie éducative spécifiquement parce que nous craignons que Linda gère mal les choses. Son expression s'est assombrie. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle volerait son propre enfant. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû regarder de plus près, la voix d'Eleanor s'est légèrement brisée. J'aurais dû poser plus de questions. Quand tu as obtenu ton diplôme avec toutes ces dettes, j'ai proposé de t'aider, mais Linda m'a dit que tu avais refusé, que tu voulais prouver que tu pouvais le faire toi-même. Ma mâchoire s'est crispée. Un autre mensonge. Une autre manipulation. Je l'ai cru. Eleanor a secoué la tête. Je ne referai pas cette erreur. Elle a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe, couleur crème, épaisse. Mon nom y était écrit de sa main soignée. C'est le cadeau de remise de diplôme que j'ai essayé de te donner il y a 6 ans. Linda l'a intercepté, m'a dit que tu n'en voulais pas, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de $50 000, daté de 2020. Et en dessous, une lettre manuscrite à ma petite fille, Bianca.
Que ton avenir soit plus brillant que quiconque ne s'y attend. Tu as toujours été spécial. Ne laisse personne te dire le contraire. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. Je me dirigeais vers ma voiture quand Vicky est apparue. Elle devait m'attendre dehors, guettant mon départ. Son visage était bouffi de larmes, sans maquillage, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air plus humaine que je ne l'avais vue depuis des années. « Bianca, attends. » Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. « S'il te plaît, » a-t-elle dit, « juste 2 minutes. » Je me suis retourné, j'ai attendu. Vicky a pris une profonde inspiration. « Je sais que je ne mérite rien de ta part. »« Je le sais. »« Tu as raison. »« Tu ne le mérites pas mais j'ai besoin que tu comprennes. » Elle a peiné à trouver ses mots. Je n'étais pas au courant pour les cartes de crédit. Pas au début. Quand je l'ai découvert, j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non, sa voix s'est brisée. J'avais peur. J'avais tellement peur de devenir toi, que maman se retourne contre moi comme elle s'est retournée contre toi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais de la reconnaissance. Alors, tu l'as aidé à me faire du mal, ai-je dit, pour te protéger. Oui, Vicky a essuyé ses larmes. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je suis désolé pour tout. Nous sommes restés là, 2 sœurs de part et d'autre d'un fossé qui ne se refermerait peut-être jamais complètement. Je ne peux pas te pardonner maintenant, ai-je finalement dit. Peut-être jamais. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. La peur fait faire des choses terribles. J'ai fait une pause. Regarde maman. Vicky a hoché la tête. Si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai besoin de temps. Je sais. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas fait de promesses, nous nous sommes juste fait un signe de tête et sommes allés à nos voitures respectives. Ce n'était pas une conclusion, mais c'était honnête. C'était plus que ce que nous n'avions jamais eu. Une semaine plus tard, le tableau complet s'est dessiné. Tante Patricia m'a appelé pour me donner des nouvelles. Elle était devenue ma liaison non officielle avec le chaos familial que j'avais laissé derrière moi. Ta mère a appris pour le testament, a dit Patricia. Thomas Jameson lui a envoyé la notification. Comment l'a-t-elle pris? Une pause. Elle a appelé ta grand-mère en hurlant, a menacé de la poursuivre en justice, de contester, a dit qu'Eleanor était sénile et manipulée. Et qu'a dit grand-mère? Une seule phrase. Puis elle a raccroché. Quelle était la phrase? La voix de Patricia contenait une sorte d'admiration. Tu as fait tes choix pendant 28 ans. J'ai fait les miens. J'ai laissé ça s'imprégner. Et papa, ai-je demandé. Il a déménagé. Il reste chez son frère à Hartford. Les papiers du divorce ont déjà été déposés. 30 ans de mariage anéantis en une semaine. Et maman? Seule, Patricia. Elle appelle tout le monde, demandant du soutien, demandant aux gens de contacter Eleanor en son nom. Personne ne répond. J'aurais dû ressentir un triomphe. Ce n'était pas le cas. Tu te sens coupable? M'a demandé Marcus ce soir-là après que j'ai relaté la conversation. J'y ai réfléchi, j'ai vraiment considéré la question. Non, ai-je finalement dit. Mais je ne me sens pas victorieuse non plus. Je me sens juste. Fini. Marcus a attendu. C'est comme une blessure qui a été infectée pendant des années, ai-je continué. Ce qui s'est passé hier, c'était l'opération. Ça fait mal. C'est moche. Mais maintenant, ça peut vraiment guérir. Il m'a serré contre lui. C'est fini? J'ai pensé au chèque de grand-mère Eleanor déposé sur mon compte, au message de soutien de parents que je connaissais à peine, au silence de la femme qui m'a mise au monde. L'explosion est terminée, ai-je dit. Maintenant vient la partie où l'on voit ce qui reste debout. Il s'avère, plus que ce à quoi je m'attendais. 2 mois après la fête des mères, la vie a trouvé un nouveau rythme. Mon score de crédit, débarrassé des cartes frauduleuses de maman, est monté à 748. Mes prêts étudiants sont tombés à 23 000 $. J'avais fait un paiement important avec le cadeau de grand-mère Eleanor, non pas pour effacer complètement la dette, mais pour me prouver que je pouvais la gérer.
Marcus et moi avons emménagé ensemble, un nouvel appartement à Cambridge, une chambre de plus que mon ancien logement, une cuisine avec un vrai plan de travail. Nous l'avons choisi ensemble. L'opinion de personne d'autre n'a été demandée ni requise. Papa est venu le voir le jour du déménagement. Il a apporté une plante d'intérieur et une bouteille de vin. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de plus léger en eux. « Comment vas-tu » ai-je demandé pendant que Marcus déballait des cartons dans l'autre pièce. « Ça va mieux », il a posé la plante sur le rebord de la fenêtre. « Le divorce sera finalisé le mois prochain. Je reste chez ton oncle Bill jusqu'à ce que je trouve une solution. » Et émotionnellement ? Il a réussi un petit sourire. 28 ans de mensonges, c'est beaucoup à digérer. Mais tu sais quoi ? Je ne regrette pas un seul jour d'avoir été ton père. Pas un seul. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment. Les dîners du dimanche sont devenus notre nouvelle tradition. Juste nous. Parfois Marcus se joignait à nous. Parfois grand-mère Eleanor descendait du Connecticut. Des heures simples et tranquilles. Puis, 3 semaines après notre déménagement, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. Timbre postal de l'Ohio. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Une lettre. Chère mademoiselle Moore, j'ai reçu votre profil ADN via 23andMe et j'ai découvert que nous partageons un lien biologique. Je m'appelle Michael. Je crois que je suis peut-être votre père. Je ne vous demande rien. Je pensais juste que vous devriez savoir que j'existe. Si jamais vous voulez parler, je suis là. Un numéro de téléphone était imprimé en bas. J'ai fixé la lettre pendant 3 jours avant de la montrer à Marcus. Qu'en penses-tu ? A-t-il demandé. Je ne sais pas. J'ai passé 28 ans avec un père. Maintenant, il pourrait y en avoir 2. La lettre de Michael était prudente, respectueuse. Il ne demandait pas de relation ni ne s'immisçait dans ma vie, il se faisait simplement connaître. D'après les brefs détails qu'il avait partagés, lui et ma mère avaient été collègues il y a près de 30 ans. Une brève relation. Elle y avait mis fin brusquement, et il n'avait jamais su pourquoi. Il avait déménagé dans l'Ohio, s'était construit une vie et avait eu d'autres enfants. Lorsqu'un parent a mentionné le scandale familial qui s'était répandu par des rumeurs et des ragots sur les réseaux sociaux, il avait fait un test ADN. La correspondance était concluante. Il ne demande pas à être ton père, a dit prudemment Marcus. Richard est ton père. Ce type le sait. Je sais, mais... Mais si je voulais le connaître un jour ? Pas maintenant, mais plus tard. Marcus m'a pris la main. Tu as passé 28 ans à laisser d'autres personnes définir ton identité. Ta mère a décidé qui tu devais être. Ta famille l'a cru. Il a serré doucement. C'est ton choix. Celui de personne d'autre. J'y ai réfléchi longtemps. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un court email. Cher Michael, j'ai bien reçu votre lettre. Merci de m'avoir contacté avec autant de respect. Je ne suis pas prête à vous rencontrer ou à vous parler pour le moment. J'ai besoin de temps pour tout digérer, mais je voulais que vous sachiez que j'apprécie que vous ne me pressiez pas. Je vous contacterai si et quand je serai prête. Pour l'instant, merci de m'avoir fait savoir que vous existez. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai préparé le dîner. Certaines réponses peuvent attendre. J'avais déjà trouvé celle qui comptait le plus. Elle s'est présentée un mardi. Je sortais de mon immeuble de bureau quand je l'ai vue debout près de l'entrée, plus mince que dans mon souvenir, plus âgée. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par quelque chose de plus simple. Bianca. J'ai arrêté de marcher. J'ai essayé de te joindre, a-t-elle dit. Tu as bloqué mon numéro. Mes emails sont revenus. C'est intentionnel. Je sais. Je voulais juste, elle a fait un pas en avant. J'ai beaucoup réfléchi à tout, et je voulais dire. Arrête, elle s'est figée. Tu n'as pas le droit de faire ça, ai-je dit calmement. Tu n'as pas le droit de te présenter à mon lieu de travail et de prétendre que nous allons nous réconcilier. Ce n'est pas comme ça que les limites fonctionnent. Je suis ta mère. Tu es la femme qui m'a volé, qui a menti sur moi, et qui m'a abusé psychologiquement pendant 28 ans parce que tu ne pouvais pas faire face à ta propre culpabilité, j'ai gardé une voix égale. Nous n'allons pas prendre un café pour en parler. Nous ne faisons pas de thérapie familiale. Nous ne sommes rien.
Tu ne peux pas simplement me rayer de ta vie pour toujours. Je ne te raie pas de ma vie pour toujours. Je te raie de ma vie jusqu'à ce que tu apprennes que mon nom signifie le non. J'ai soutenu son regard. Ça pourrait être pour toujours. C'est ton choix maintenant, pas le mien. Son visage s'est décomposé. Pendant un instant, j'ai vu la jeune fille de 17 ans qui avait fait une erreur et avait passé des décennies à essayer de l'enterrer. Mais la sympathie et les limites ne sont pas mutuellement exclusives. Au revoir, maman. Je suis passé devant elle pour aller à ma voiture. Elle ne m'a pas suivi. En sortant du parking, je l'ai aperçue dans le rétroviseur, toujours debout là, me regardant partir. Mes mains étaient stables sur le volant. Pour la première fois de ma vie, elle ne tremblait pas. C'est ça, le goût de la liberté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous y reconnaissez, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas ce qu'il vous appelle. Vous n'êtes pas la déception. Vous n'êtes pas la difficile. Vous n'êtes pas l'enfant à problème, ni le mouton noir, ni aucune autre étiquette que les personnes qui devraient vous aimer ont choisi de vous coller au lieu d'examiner leurs propres échecs. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous blessent le plus. Et fixer des limites avec elles, refuser d'absorber leur cruauté, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $. Elle a calculé le coût de mes couches, de mon appareil dentaire et de mes fêtes d'anniversaire. Mais elle n'a jamais calculé le coût de ce qu'elle m'a fait, les années à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien, les nuits à pleurer seul, les opportunités volées, la confiance écrasée. Il n'y a pas d'étiquette de prix pour ça. Et il n'y a rien qu'elle puisse payer pour me récupérer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour je lui reparlerai. Peut-être pas. Mais pour la première fois de ma vie, c'est mon choix, pas le sien. Papa et moi dînons ensemble tous les dimanches. Grand-mère Éléanore appelle tous les mercredis. Je reconstruis lentement des liens avec des cousins et des tantes qui me voient enfin clairement. Et Marcus? Il m'a demandé la semaine dernière si je voulais regarder des bagues de fiançailles. J'ai dit oui. La vie continue. Différente, meilleure, mienne. Alors, si vous êtes piégé dans votre propre version de cette histoire, sachez qu'il y a une autre facette. Sachez que la vérité a du pouvoir. Sachez que les limites sont des ponts vers la liberté. Vous valez plus que les personnes qui n'ont pas réussi à vous aimer. Je m'appelle Bianca Moore, et ma facture est payée en totalité. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si une partie de celle-ci a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme la déception de votre propre famille, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Parfois, le simple fait de dire moi aussi il suffit. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, sur les drames familiaux, sur la justice, sur la recherche de sa voix, consultez les vidéos dans la description. Une playlist complète vous attend. N'oubliez pas, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas réussi à la voir. Je m'appelle Bianca Moore, et ma facture est payée en totalité.